Moi, je suis née en 1951 en Italie du Sud et je suis venue en France, j'avais 8 ans. Quand je suis arrivée à l'école, je ne comprenais rien. Évidemment, je ne pouvais pas avoir des bonnes notes. Et à l'époque, la maîtresse distribuait des bons points. Vous savez, c'était un petit papier avec un petit tampon. Et quand on avait 10 bons points, on avait une image. Et après, on avait un petit carnet où on collait les images. Donc, c'était extraordinaire. Et alors moi, ça va vous sembler ridicule, mais je rêvais d'avoir des bons points. Et alors, quand la maîtresse passait et qu'elle soulignait toutes les fautes, pas de bons points, c'était terrible. C'était terrible pour moi. Et alors, naturellement, je passais mes journées à pleurer et les autres élèves, évidemment, se moquaient de moi. Et déjà, de la part des petits camarades, c'était difficile, mais de la part des adultes, il y avait des remarques et des comportements qui étaient totalement insupportables. Et celui dont je me souviens le plus, c'est la visite médicale. Il y a une infirmière qui est venue pour nous peser et nous mesurer. Et à un moment, elle m'a dit « recule ». Elle voulait sans doute me mesurer contre le mur, mais moi, je n'ai pas compris et j'ai avancé. Et là, elle m'a retourné et je me suis pris un coup de pied dans le derrière qui me fait toujours mal aujourd'hui. C'est vraiment terrible pour un enfant. Et donc, à partir de là, j'ai dit à mon père, je ne vais plus à l'école. Donc, il a pris les choses en main, il est allé voir la directrice, on m'a mise en CP. Mais là, je suis tombée sur une maîtresse qui a su ce qu'il fallait faire, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle a compris que je n'avais pas besoin d'apprendre à lire et écrire, puisque j'écrivais, je lisais en italien, mais elle a trouvé un moyen de m'apprendre le français. Elle venait tous les matins avec un sac rempli d'objets et elle donnait des exercices aux autres enfants et moi elle me faisait travailler. Alors elle me montrait les objets, elle me disait comment ça s'appelait, elle me faisait faire des phrases et c'était donc vers la fin septembre cette histoire-là. Bien à la Toussaint, je me souviens que je parlais et je comprenais couramment le français. J'avais eu des tas de problèmes avant avec mes camarades qui vérifiaient le matin si j'étais propre, qui soulevaient la jupe pour aller voir si la culotte était propre, qui regardaient les ongles, enfin c'était horrible. Et le jour où j'ai parlé correctement le français, tous les problèmes se sont atténués. Donc c'est vraiment pour l'intégration, je pense que le langage c'est vraiment très très important. Villerue, c'était le terminus. On aurait cru que le voyage il finirait jamais. Il y avait partout des bois. Et puis il pleuvait. On se disait qu'on était arrivé al paese dei lupi, au pays des loups. Parce que pour nous, seulement les loups ils pouvaient habiter dans un endroit pareil. Si je vous dis le mot rital, ça vous provoque quoi en vous? Pour moi, c'est une insulte, parce que quand les premiers immigrants italiens qui sont venus en France, ils étaient appelés rital, donc c'est comme s'ils étaient rejetés, quoi. Enfin, on leur avait mis une étiquette, voilà, rital, donc voilà. C'est stigmatisant. C'est stigmatisant, quoi. Qui parmi vous connaît la définition du mot rital? La définition au mot, c'est résident italien. Voilà. Donc pourquoi Rital? Pour vous, vous trouvez que ça choque, mais en même temps, vous pouvez le dire, vous le dites à tout le temps, tiens, on va manger chez le Rital. Ah mes parents, c'est des Ritos, des Rital, des Chacos, des Chacals, comme dans le film, voilà, Chaco, Chacal. Mais pourquoi est-ce que, quand je vous dis un autre terme très péjoratif, qui lui est vraiment péjoratif, bougnoul, là, vous trouvez que c'est choquant presque. Rital, bon, vous trouvez que c'est pas bien, mais un autre mot comme, bon. Alors la différence entre un Rital et un bougnoul, c'est quoi? Rital, avec le temps, ça a dû passer parce que les immigrés, ils se sont fondus dans la masse, quoi. Mais maintenant, c'est plus l'immigration des Arabes, quoi. Donc maintenant, c'est ça qui choque plus. Avant, c'était Rital qui choquait. Mais si tu regardes la vérité historique, les Arabes arrivent depuis quand en France? Depuis 1830. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est colonisée par la France en 1830. Ils étaient français, ce qui veut dire que quand on dit que les Arabes ils sont moins sur le territoire français que les Italiens, c'est faux. Donc c'est pas une question de temps.
Et jusqu'aux les années 80, être italien, c'était pas bon. On se faisait traiter de macaroni, de Saint-Rital. Et avec des copains qui étaient français, mais qui étaient d'origine italienne, on se faisait passer pour des Corses. Aujourd'hui, ce sont les jeunes d'origine maghrébine qui italianisent leur nom et leur prénom. C'est une stratégie de la part des individus qui, pour pouvoir se placer dans la société, si tu as un nom qui est de consonance algérienne, marocaine, tu ne trouveras pas de travail. Par contre, si tu francises ou si tu italianises ton nom, ça passera beaucoup mieux. Scoppa. Voilà un jeu de cartes italien qui a marqué la Lorraine, étant donné que quasiment tous les Italiens y jouaient, souvent dans les bars. Ça reste un jeu populaire, y compris pour les ados. Aujourd'hui, il joue avec Lido Bertinotti, dont les parents sont arrivés en 1908. Lui a vécu toute son enfance à Hayange, dans le café familial. Et vous savez, le café, c'est un métier très très dur. J'ai vu des jeunes venir se réfugier au café et considérer ma mère comme leur mère. Je me souviendrai toujours, je tenais le comptoir, tout d'un coup arrive un monsieur qui me dit « Tes parents sont là ?» Non, je dis « Ma mère est allée au Vêpres et mon père est allé se reposer. » Il dit « Je viens de recevoir un télégramme, ma mère est morte. Il faut que je parte en Italie et je te donne mon enveloppe. » Il a mis là tout l'argent qu'il avait. Quand je viendrai le chercher. Alors, mon père se lève, il descend, je lui dis, écoute, voir, regarde dans le tiroir, il y a une enveloppe avec de l'argent. Qui c'est? Ben, je dis, je sais qu'il habite à la cantine, qu'il vient toujours boire un café, il se met là, mais le nom, je n'ai jamais su. 15 jours après, il est venu, il a retouché son argent, sans problème. Quand vos parents sont venus ici en France, est-ce que l'intégration s'est faite facilement ou pas? Vous savez, actuellement, je le dis à certains Arabes, ce que les Arabes subissent actuellement, les Italiens l'ont subi aussi. En fait, est-ce que vous pensez que même pour les Maghrébins, est-ce qu'il y a une intégration aussi? Il y a une intégration possible, mais le problème est 2 fois différent. Premièrement, les Italiens ont à peu près une même culture que les Français. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que les Algériens, on les a pris par le bout du nez. À un moment donné, on a dit, on a besoin de vous, venez vous faire casser la figure, etc. Et puis on a dit, on va vous faire français, que personne n'avait rien demandé. Moi, j'essaye de me mettre à la place d'un fils algérien. Je me dis, mon père a tramé dur, etc. Et puis je ne suis pas considéré. Quelles sont les étapes qui ont marqué la réussite de l'intégration italienne en Lorraine? Ben, si vous voulez, les étapes, c'est quand vous voyez que des contremaîtres, des chefs porions, des ingénieurs sont issus de l'immigration. L'intégration, c'est aussi lorsqu'un étranger devient un élu, le maire d'une commune par exemple. Ce fut le cas du père d'Aurélie Filippetti. Et heureusement, lors de sa nomination, il n'est venu à l'esprit de personne de dire « Oh là, la fille d'un immigré italien ministre de la Culture !» Il aura fallu un bon siècle pour que cette intégration réussisse, mais bon, c'est le résultat qui compte. Toutefois, combien d'enfants d'Asiatiques, de Noirs, d'Arabes peut-on compter dans les hautes sphères? Les choses avancent, certes, mais il reste encore du chemin à parcourir. On peut aussi s'intégrer par les arts ou le sport. Aldo, italien et père de Michel Platini, a encouragé son rejeton dans sa carrière. Certes, lorsqu'il arrive à la Juventus de Turin, Platini demande un contrat en anglais car il ne connaît pas l'italien, mais personne n'est parfait. Il va brûler les étapes pour devenir en 5 ans le leader d'une nouvelle génération de footballeurs où le sérieux et le sourire font bon ménage.
À La Chaux-de-Fonds, ces habitués du club de Böttcher sont arrivés en Suisse au tournant des années 60, au plus fort de l'immigration transalpine. Les Italiens arrivaient alors en très grand nombre pour travailler sur les chantiers, dans les usines et les restaurants qui manquaient de main-d'œuvre. Ils plaisantent volontiers aujourd'hui des péripéties de ces premières années d'exil. Mais on se doute qu'à l'époque, les rires devaient être souvent jaunes. On a tendance à vouloir un peu oublier ces années difficiles. Et elles sont là, c'est une réalité. On ne veut pas trop les évoquer, c'est quand même parfois des histoires assez douloureuses. Et on garde plutôt les expériences positives qui ont suivi ces années difficiles. On n'aimerait pas ressembler à des gens qui se plaignent et qui sont victimes, alors qu'à un moment donné, ça peut être le cas. Maria Lanza fait partie de ces immigrés de la première heure. Vous travaillez, la cuisine, c'était où là? À l'Orme. À la Sambaille? C'est la Sambaille, ouais. Éplucher les patates. Elle est arrivée de Sicile à La Chaux-de-Fonds en 1962 avec son mari Giuseppe. Il venait rejoindre son frère et sa sœur qui lui avaient assuré qu'en Suisse, on engageait à tour de bras. C'est qui, c'est toi là? Ça c'est moi, Tanzina. C'est quand vous êtes arrivée, Mariam? Oui, quand je suis arrivée en Suisse, que j'ai travaillé à la fabrique, c'est ça. Après quelques mois dans cette usine, Maria se fait engager comme cuisinière dans une crèche. Elle ne lâchera plus ce métier qu'elle adore. Son mari Giuseppe travaillera comme ouvrier non qualifié dans plusieurs entreprises horlogères de la région. Pour cette femme travailleuse, les premières années en Suisse sont marquées par un certain isolement et une obsession, rester discrète, à tout prix, pour ne pas déranger. C'est ce qu'elle disait dans un reportage de Temps Présent en 1976. Vous aviez l'impression d'être défavorisé par rapport aux Suisses? Ah oui, toujours. J'ai toujours senti ça, moi personnellement. Même si j'aimais bien les gens, si je m'attendais bien les gens, mais j'aimais toujours bien être à mon coin, justement pour pas dire cet étranger-là, qu'est-ce qu'il y a à faire, ou bien pour pas gêner les gens. Partout c'était pareil, je connaissais tout le monde bonjour, bien bonsoir, puis c'est tout. Jamais on allait chez eux, puis chez eux non plus, on allait chez nous. Puis au bout de 13 ans, ça a changé, ça, ou bien c'est toujours la même chose? Non, je pense que c'est toujours la même chose avec les voisins. Donc les gens, je discute toujours, mais je suis quand même toujours dans mon coin. Au bout de 13 ans, vous ne vous sentez toujours pas intégré? Non, non, je crois pas. Je crois pas. Maria a aujourd'hui 78 ans. Elle vit toujours à La Chaux-de-Fonds, un peu fragilisée suite à une opération du cœur. Elle se souvient des années où les Italiens devaient faire face à la xénophobie d'une partie de la population. Alors Maria, vous disiez que c'était difficile de trouver un premier appartement. Pourquoi? Oui. Puis moi, j'attendais l'aîné, Salva. Et puis justement, je voulais quand même être un peu plus confortable. Et puis me sauter à la Numadrou. Il y avait quelqu'un qui louait un appartement. Alors, il y a un guichet que ça s'ouvre. J'ai dit, c'est vrai, vous louez, vous avez un appartement. Oui. Puis vous êtes quoi? Je dis italien. Bon, il me ferme le guichet. Monsieur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de correction. Puis le mec a dit, c'est bizarre, il vient de la corriger. Puis le mec qui était en train de la corriger, il y a eu 2 fautes. Il m'a dit que c'était excellent. C'est bien ça. Les Lanza ont eu 3 enfants en Suisse. Nous avons retrouvé leur fille, Rosaria. Elle vit toujours à La Chaux-de-Fonds et se souvient qu'à l'époque, ils devaient tous filer droit. Donc c'est vrai qu'on sentait cette pression. Il ne fallait pas déranger ni les voisins du dessus, ni les voisins du dessous. D'être correct, quoi. Voilà, mais ça c'est... Ne pas déranger surtout. Faut pas faire des bruits, faut les laisser traîner, faut être bien. Ça c'est quelque chose que c'est important. Ouais, il faut que les
mes enfants, ils sont bien éduqués. Il faut être plus suisse que suisse. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma famille quand j'étais plus jeune. Être plus suisse que les Suisses. Ils devaient surjouer, surmontrer et parler français à la maison, parler français tout le temps. Et du coup, cet italien a eu tendance à s'effacer petit à petit. Antoine Lehmann est le fils de Rosaria, le petit-fils de Maria. Suisse par son père, il est très loin du plus suisse que suisse des générations précédentes. Au contraire, il assume et affiche ses racines italiennes. Étudiant en sciences politiques, il gagne même sa vie comme professeur de langue et culture italienne dans une école privée. Je sais juste quand je dois mettre un H. Ho preparato. Ok. Lì si mette piuttosto l'ausiliare S. Ah. L'ausiliare. Ah. Il y a aussi du suisse en vous. Il y a surtout du suisse. Et ça, j'ai eu beaucoup de peine à l'admettre. Non pas que je reniais l'identité suisse, mais on a tendance, quand on est jeune, à vouloir revendiquer quelque chose d'ailleurs, quelque chose de différent, qui nous différencie des autres. Et c'était important pour moi de me différencier des autres avec cette part sicilienne qui est en moi. Mi metti un arancini, per favore? Une italianité assumée donc, et qui ne surprend plus personne aujourd'hui, tant les Italiens, leur culture, leur cuisine, font désormais partie du paysage suisse. Mais dans les années 50 et 60, c'était une autre chanson. Quand on arrive nombreux dans un nouveau pays, on bouscule aussi la population. Nous sommes arrivés en masse, notamment dans les montagnes neuchâteloises. En quelques années, nous étions 10 000 Italiens entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. Et c'est là que se pose le problème. On arrive avec d'autres habitudes, une autre culture, une autre façon d'être. Et avant d'être accepté réciproquement d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, il faut du temps et une volonté réciproque de s'intégrer. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minima, le respect qui voudrait... Je vais parler pour les francs-maçons. Là. Il y a 2 colonnes maçonniques, il y a le respect et la confiance. Ça, la vie sociale sans ça, ça ne marche pas. Dès que ça s'enlève, on est obligé de faire appel à la police et à la justice. Mais ça ne fonctionne pas mieux, parce que là, l'expression de la force sans justice, ça n'a pas de sens, et l'expression de la justice sans la force, ça n'a pas de sens. Ce que je dis est vrai. Il y a aucun, on ne peut pas raisonner contre ce que je viens de dire. C'est le b.a.-ba, mais ça a été oublié. Et bien, ça, c'était... Saint-Louis, il l'a fait. Il a dit, il faudra tuer les gens qui tuent les autres, parce que on a la responsabilité, en tant que souverain, d'appliquer l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, c'est la marque divine. Ce que je constate, c'est que les élites se font, avoir sur des choses d'une extrême simplicité. Ils disent, à leur manière, ils imposent l'unification de l'espèce humaine sur la planète. Mais ils confondent unifier et uniformiser. Grave mécompte, catastrophe sociale, catastrophe intellectuelle, catastrophe culturelle et humaine. Voilà. Et je dis, ça, c'est un délire. Et ce qu'il est bon de faire connaître, c'est ce genre de remarques. Il faut cesser de vouloir mélanger tout le monde à n'importe quel prix. Il faut cesser d'avoir des concepts délirants qui ne sont pas testables. Or, la nature donne les tests.
Et l'homme n'est pas interchangeable. Le citoyen interchangeable, ça c'est la vision de Victor Hugo. Cette vision universaliste, ce n'est pas du tout notre approche, ce n'est pas du tout notre définition. Car je dois dire que sur ce point précis, l'empereur Napoléon III avait une vision totalement monarchiste. Que disait Napoléon III? Il disait ce qu'aurait très bien pu dire les rois de France. Je suis l'empereur des Français et des Algériens. Oui, mais je ne suis pas l'empereur des Franco-Algériens. Comme Lyoté, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Ce n'est pas pour ça que nous allons les rejeter. Mais comme ils sont autres, eh bien nous ne devons pas leur appliquer les mêmes principes qu'à nous. Ou alors, on en fait des acculturés. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de faire des Africains des Noirs new-yorkais totalement décérébrés avec leur machin, leur musique, etc. Non, les Noirs africains sont enracinés parce qu'ils ont un territoire, parce qu'ils ont une terre, parce qu'ils ont une histoire. Le malheur des Noirs aux États-Unis, ce sont des descendants d'esclaves déracinés, les pauvres. Ils ont perdu leurs origines, ils ne savent plus d'où ils sont. Ne faisons surtout pas des Africains l'équivalent des Noirs américains. Terre, c'est la troisième en langage ancien, c'est le nom, 3, le nombre 3. C'est tree en anglais, c'est également a tree, un arbre, c'est-à-dire la relation ciel-terre. Il y a des racines pour la terre. Je vais faire une parenthèse. Les gens qui perdent leurs racines, comme on fait de nos jours, les migrants, etc., ce sont des gens éminemment manipulables. On déplace cette espèce d'arbre puisqu'il n'a pas de racines. Donc se méfier de cette procédure pourrie qui va engendrer plus de tort à tout le monde, et même aux Illuminati eux-mêmes, tant pis pour eux, qui croient que parce qu'on est un être humain avec la même tête, grosso modo, les mêmes bras, les mêmes jambes, nous sommes identiques, semblables et analogues. C'est faux. Les personnes, c'est comme le vin, avec le cépage, ça prend les qualités des lieux. Parce que dans la notion d'incarnation, chez les anciens, le lieu joue un rôle important. C'est comme dans l'astrologie, on vous demande où êtes-vous né, à quelle heure, etc. pour ces raisons-là. Quel moment de l'année? Bon, c'est de la même espèce. On coupe la moitié d'un individu comme ça. C'est comme si on le rendait orphelin du ciel. Donc ces personnages-là sont tellement occupés par des choses de la terre qu'ils ne voient plus les choses du ciel. Ils entament de fausses religions, mais c'est le cas des gens qui n'avaient pas de terre à une époque. Vous allez comprendre de qui je parle. Ils sont en train d'essayer d'aller partout. Pourquoi faire? Pour exploiter ce qui est ailleurs. De eux-mêmes, ils ne font rien, hormis du désordre. C'est ce qui se passe avec l'idée stupide des migrations. Voyager, c'est bien, se mélanger, ça n'est pas le meilleur moyen. Bon, peu importe, ils ont leur théorie, je présente la mienne amicalement et sans vouloir prétendre l'imposer. Nous, de l'intérieur, c'était magnifique. Ce qu'on savait, hein. On était fiers de ça, de ce métissage, on était fiers. On a vécu des choses fortes entre nous, hein. Les noirs, un peu les blancs, des jeunes, enfin, toutes les couleurs. C'est beau. Et ils veulent rien en retour. Hein. Ils nous donnent pour dire, bon, ben, si tu travailles, tu y arriveras parce que tu as des qualités, machin. Et ils nous amenaient, ils nous ramenaient, ils venaient chercher moi, ils venaient me chercher dans le quartier. Hein. Parce que là, quand même, les entraîneurs, c'est le père d'un joueur, c'est le mec, il travaille, mais il se donne pour machin. C'est-à-dire, on rentre dans la voiture, à 12 dans la voiture. Dès qu'il y a un truc à manger, on est 12, donc on se le partage. Enfin, monsieur Santanero, monsieur Fagot, monsieur, tous ces gens. Ouais, monsieur Santanero, d'ailleurs, qui n'est plus avec nous. Quand on était dans sa 104, là, il nous donnait tout. Ouais. Et on était juste des joueurs, on n'était pas ses enfants. Il nous donnait tout, comme à son fils. Quand je pense football, je pense à ces gens-là. Ceux qui m'ont vraiment inculqué l'amusement, quoi. C'est-à-dire, fais-toi plaisir. Joue, fais-toi plaisir, régale-toi, pense à rien. Donc quand je pense foot, je pense à ces gens-là. Je pense au quartier, je pense à... Il y a une phrase qui me
je n'ai jamais aimé et qui me reste et je tournais mes talons et je partais de l'autre côté, c'est toi t'es pas comme les autres. C'est-à-dire toi t'es différent. Ça. Donc j'en ai pas souffert direct à mon machin, mais quand il y avait quelqu'un qui me sortait une phrase comme ça, parce que ça arrivait, hein, oui. J'étais comme un fou. Comme un fou et je tournais mes talons, je partais. Ça faisait mal pareil, quoi. Ça faisait mal pareil, parce que même si je n'étais pas touché moi direct, ben les autres, ceux qui sont à côté de moi, sont comme moi. Ils sont pas différents. Ah, de toute façon, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué pour celui certainement que les origines. De toute façon, il y a toujours un regard différent de la part des autres. Ça veut dire c'est se dire qu'on part avec un handicap? Moi, j'ai jamais pris comme ça parce que je me disais que si c'est ce qu'ils m'ont dit mes parents, ils m'ont dit il faut que tu travailles 2 fois plus, 3 fois plus que les autres. Et si tu travailles, tu seras récompensé. Moi, j'ai travaillé, de toute façon. Moi, je le dois là sur mon front, hein, tout ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui m'a aidé, il n'y a personne qui m'a... Si, mes entraîneurs, mais qui m'ont fait confiance, mais bon, je me suis gagné, j'ai travaillé, j'étais sérieux, j'avais envie d'être bon sur le terrain, donc je faisais tout pour être bon sur le terrain. Mais je sais que c'est pas facile pour... Moi, j'ai eu de la chance, parce que bon, j'étais bon, j'avais des qualités, des facilités pour faire ce métier. Mais après, j'ai travaillé. Parce que j'avais des copains, ils étaient bons, hein, même peut-être meilleurs que moi, mais le problème, c'est c'était pas sérieux. C'était pas sérieux. À un moment donné, de toute façon, aller loin, aller au bout, aller haut, c'est que le travail. C'est que le travail qui paye. Vous êtes arrivé en France en quelle année? Le 17 septembre 53. Et vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Vous êtes venu, vous étiez seul ou? Ah oui, je suis venu tout seul. Je suis pas venu pour faire les affaires. Je suis venu pour survivre, voilà. Juste pour gagner un peu d'argent et envoyer aux parents. Il faut que j'achète la nourriture. J'ai resté 15 jours à Marseille, j'ai pas trouvé de travail, c'est monté à Paris. Et vous êtes arrivé en bateau à Marseille? Ah oui. À ce moment-là, c'est pas donné à tout le monde de monter dans l'avion. Mais un bateau, je ne vous dirais pas comment c'est le bateau. C'est pas dans la cabine. C'était la place la moins chère. C'est en bas. Ma mère ne voulait pas que je parte. Je ne t'en fais pas, j'ai dit 6 mois je reviens. Juste travailler, ramasser un peu d'argent, prendre un peu d'argent pour acheter la nourriture à mes parents en Algérie. Et vous êtes à Saint-Denis, vous êtes resté combien de temps? Presque 10 ans. Et après, c'était l'indépendance de l'Algérie, en 62. Et donc, vous vouliez repartir en Algérie? Oui, rentrer au pays. Voilà. Après le 5 juillet, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir en Algérie.
Dieu, il a fait les choses comme ça. Je viens de Paris, je prends le train, j'arrive à Marseille, je trouve le bateau, il s'en va dans 3 jours. Il faut attendre encore 3 jours. C'est là que j'ai trouvé la maman de mes enfants. Vous voyez, en 2 jours, c'était vite. Le père était d'accord, la maman elle a dit si ça va en Algérie, je dois pas non plus. Je suis resté en France, je suis resté à Marseille. L'Algérie, j'ai dit pour plus tard. Et vous voyez, c'est venu pour 6 mois. Tout à l'heure, ça va faire 60 ans. Vous voyez, 6 mois, 60 ans. Parce que le papa, lui, c'est le seul de la famille qui fait des allers-retours. Lui, il va beaucoup. Lui, il ne peut pas se passer de rentrer au pays. Donc lui, il fait beaucoup il y va. Et il a besoin d'y aller. C'est pour ça que moi, moi quand il est là-bas, toujours, on s'appelle parce qu'il me dit, voilà, je suis là, je fais ça. Et quelque part, moi qui ne peux pas être avec lui à ce moment-là, ben, je suis au téléphone avec lui. Donc il me dit ce qu'il fait, et quelque part, ben, voilà, je me remémore des souvenirs. Mes enfants, ils connaissent plus Marseille que la Kabylie. Parce qu'ils sont nés à Marseille. Ils ont vécu à Marseille, ils ont grandi à Marseille. La Kabylie, ils allaient 3 ou 4 fois. Mais ils tiennent à leurs origines. Voilà. Ils n'oublieront pas l'Algérie, ils n'oublieront pas la Kabylie. C'est les racines. Les racines des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents. Ce qui n'empêche pas de se sentir français. Français. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Je ne sens pas seulement français. Et c'est passé. Chaque chose qu'on touche, chaque chose qu'on fait, quelle que soit la raison, il y a toujours des petites choses autour pour que ça soit complet. Il y a des petites choses qu'il faut rajouter, qu'il faut mettre autour pour qu'il soit mérité, pour qu'il soit beau. Alors on dit, il y en a qui construisent, il y en a qui déconstruisent. Moi, par contre, si je trouve quelque chose construit, si j'arrive à rajouter quelque chose pour qu'il soit plus beau. Oui. Moi, j'ai toujours été les deux. Moi, je sais, je suis né en France, je suis français. Mais par contre, mes origines, mes parents, que j'adore, mes parents qui m'ont tout donné, qui ont fait de moi ce que je suis, hein, c'est à eux que je dois. La terre, c'est là parce que j'ai vécu là, je suis ici, je suis français. Mais par contre, mes parents, c'est eux qui m'ont tout donné, tout appris, tout dit. Et moi, je leur dois tout.
Ouais, mais je pense comme beaucoup de gens, de toute façon, les parents, c'est eux qui nous mettent sur le chemin. Donc ouais, je suis content d'avoir eu cette deux cultures, le fait d'être né ici et d'avoir des origines fortes. Quand tu marques ces 2 buts, le Stade de France, c'est Denis. Tu penses à ton père? J'ai pensé, ouais. J'ai pensé fort parce que justement, quand il m'a dit que lui il travaillait à Saint-Denis, j'ai dit purée, elle est belle l'histoire quand même. Parce que ça ne doit pas être rose tous les jours pour toi. Et le fait de, même quand on avait fait l'inauguration, 6 mois avant 98, et que j'avais marqué, purée, il s'est dit purée, premier but dans le stade, l'inauguration, pour lui c'était fort. Il était content, il s'est dit bon, ça restera quoi. Pour lui ça restera. Donc lui il me disait ouais. J'ai travaillé pendant 10-12 ans. Là. Donc pour lui, après les 2 buts, la Coupe du Monde, ça faisait beaucoup d'émotions. Mais ce qui est bien, c'est que toujours en retenue, enfin, tu vois, il est content pour lui. Et après, il me dit, je suis content pour toi. Donc c'est bien, c'est top ça. C'est un énorme cadeau que tu as offert. Ouais, non, sincèrement, quand j'y pense, ouais. Parce qu'en plus, j'ai toujours, quand je pense à mes parents, toujours une petite. Parce que c'est fort, quoi. Le parcours, le chemin, c'est beau. Ouais. Mais bon, là, je sais pas pourquoi parce que je repense à tout. Mais c'est bien. C'est bien.